Merci à tous d'être ici ce soir. Donc ce soir, vous avez moi, Stéphanie Wetterveld, et Asma. On va vous présenter, enfin surtout Asma va vous présenter en fait les différentes stratégies pour votre entreprise en payant. Parce qu'il y a vraiment différentes stratégies possibles, différents budgets, et ça va être un sujet très très intéressant. J'ai hâte de savoir ce que va nous dire Asma. Et donc, pour rappel, c'est vraiment une introduction à une série d'ateliers sur tout ce qui est payant en marketing. Et vous aurez donc la semaine prochaine une formation dédiée aux payants sur les réseaux sociaux et la semaine suivante une formation dédiée à Google Ads. Je vous mettrai tous les liens sur le chat. Et n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat pendant la formation. Je les relayerai à Asma ou Asma les verra directement. Comme ça, c'est une discussion qu'on a et pas juste Asma derrière son petit écran, toute seule, à Victoria. Voilà, voilà. Et du coup, je te laisse la parole, Asma. Super. Merci beaucoup, Stéphanie. Bonsoir, mesdames. Ça a l'air qu'on est juste des dames ce soir. Pas mal de fun. Donc oui, comme Stéphanie avait dit, aujourd'hui, l'objectif qui va être de cet atelier, c'est vraiment de vous aider à créer une stratégie pour votre entreprise qui peut inclure les publicités payantes. Donc, c'est vraiment vous poser les bonnes questions, suivre les bonnes étapes, avoir une très bonne idée où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce qui est disponible pour que vous puissiez vraiment très bien cibler votre stratégie de publicité payante. Alors, on va commencer par partager mon écran. Voilà. Tout le monde est capable de voir mon écran? Ouais, c'est bon. Ok, super. Parfait. Alors, pour les petites présentations, je vous avais demandé de m'écrire dans le chat ce que vous faites. Puis j'ai quelques réponses ici. Anne-Claire, elle dit, je suis à Vancouver, je fais Spirit Baby Communication. Peux-tu nous dire, Anne-Claire, ce que ça veut dire? Spirit Baby Communication. J'ai pas entendu ta question. Tu avais écrit dans le chat que tu as écrit, je fais Spirit Baby Communication. C'est quoi? Peux-tu nous dire un petit peu plus? Oui, c'est aider les femmes, mais ça peut être les couples aussi, qui souhaitent ou concevoir ou qui sont déjà enceintes ou qui ont traversé une perte d'un enfant, enfin, birth loss, tu se reconnecter avec le spirit de l'âme de leur enfant pour, si c'est pour essayer de concevoir, pour voir ce que l'âme a besoin pour s'incarner. Si c'est pour les personnes qui sont enceintes, c'est plus pour commencer à créer un lien avec le bébé. Et pour ceux qui ont perdu un enfant, c'est plus aider à comprendre un peu la raison et comment, plus d'un point de vue spirituel, qu'est-ce qui s'est passé. Merci beaucoup. Ça a l'air que c'est un travail très important. En effet. Super. Puis Kim, tu avais dit que tu es à Vancouver et tu es consultante en ressources humaines. Super. Qui d'autre aimerait partager? Sergine, je suis en train de créer mon entreprise en lingerie. Ouh, très excitant. On a besoin. Ah ouais, on en a besoin, en effet. On doit faire une ligne COVID. Sexy COVID. Puis Sandrine, je prépare le lancement de mon cabinet de consultation en immigration à Vancouver. Super. Nancy, marketing pour des candidats politiques qui se lancent dans l'aventure. Intéressant, ça. Oh, wow. Super intéressant. J'adore. Et puis Jocelyne, Studio Stone Creative, kit de sculpture sur pierre en 5 étapes, vente en ligne et atelier de sculpture en école. Zoom. Super. J'adore ça. Donc, on a pas mal de créatifs ce soir. J'adore. Cool. Alors, on continue. Je partage mon écran. Donc, je vais juste vous parler rapidement de moi. Je suis conseillère stratégique et facilitatrice. J'ai une double maîtrise en marketing. Ça fait plus que 22, 23 ans que je fais le marketing et communication. J'ai travaillé pour des grosses entreprises, mais également pour le gouvernement et des organismes à but lucratif.
Et puis, j'ai 2 entreprises. J'ai Maestria Solutions d'affaires où je me concentre principalement pour les formations en ligne en marketing ou être conseillère en marketing pour des entrepreneurs ou des organismes à but non lucratif ou des entreprises. Et j'ai également une académie qui se spécialise principalement pour les femmes, pour les aider à développer leur leadership féminin. Ouais. Donc, j'ai découvert l'Internet et puis la communication et le marketing depuis les années 90. Et puis, j'ai beaucoup aimé quand j'ai créé mon premier site Internet où j'ai codé tout en HTML en 1999 et je continue à me rappeler du code que j'ai fait il y a comme 22, 23 ans. Donc, c'est pas mal intéressant, les choses qu'on peut se rappeler. Alors, pour l'ordre du jour, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on a fait les petites introductions. On va aller directement dans l'atelier. D'habitude, je prends un petit peu plus de temps, mais cette fois-ci, je veux vraiment aller dedans parce qu'il y a tellement de stratégies qu'on va discuter. On va parler de notions clés, puis on peut avoir des questions-réponses. Je veux que cet atelier soit interactif, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire directement dans le chat ou à m'en parler directement et je pourrai m'en occuper. Donc voilà, donc j'aimerais bien commencer avec la question « Pourquoi avez-vous choisi de participer à cet atelier sur les publicités payantes ?» J'aimerais bien que vous preniez 30 secondes, puis juste me dire pourquoi vous avez choisi ce soir de participer à cet atelier. Vous êtes les bienvenus à juste nous parler directement. Ok, je me... Ah, non. Pardon. Non, vas-y, allez-y. Ben moi, je voulais un petit peu connaître un petit peu quelles sont les options en fait qui existent. Alors, je sais pas, je pense à Facebook, Instagram, et ça se trouve, il y a des choses que je connais pas. Et je voulais voir un petit peu comment utiliser de manière appropriée les outils qui existent en fait pour l'entreprise que je suis en train de créer. Ok, super. Merci, Sergine. Moi, en fait, c'est parce que je pense que j'en ai pas besoin du tout et j'ai envie d'être prouvée, d'avoir tort. Donc, j'aimerais bien apprendre quelque chose de nouveau. Ok, super. Moi, justement, j'aimerais savoir si ça peut m'être utile ou pas. Moi, je prendrais tout ce que je peux prendre pour savoir comment ça se passe plus en ligne parce que nous, on a une équipe qui fait ça, mais j'aime bien savoir ce qui se passe dans le background. Parfait. Merci, Jocelyne. Alors, pour ma part, j'ai pris la tâche d'un web designer pour la création de mon site. Et donc, il m'a fait part justement de toutes les possibilités de publicité en ligne via Facebook, Instagram, Google Ads et compagnie. Et donc, je voulais quand même avoir une version francophone, on va dire, de la chose. Ok, c'est parfait. Génial. Et Karen, Nancy, êtes-vous là? Alors Nancy, elle a mis sur le chat pour ajouter une corde à mon arc. Je suis une vieille des coms qui apprend le numérique. Ok, super. Merci, Nancy. Et puis, on sait que Karen avait des problèmes. Ouais, Karen, là, je pense qu'elle a des problèmes avec son micro. Oh, même chose que Nancy. Ok, elle a écrit dans le chat. Ok, super. Génial. Super. Merci beaucoup de m'avoir partagé c'est quoi vos besoins concernant cet atelier. La bonne nouvelle, c'est que vraiment, ce que je vais faire, c'est que je vais vous amener à vous poser des questions avant même de penser à la stratégie des médias payants. Donc, ça va déjà vous permettre à développer une indication un petit peu plus stratégique de la manière comment vous pouvez aborder les publicités. Puis, s'il y a des éléments spécifiques, n'hésitez pas à me poser des questions, même s'ils ne sont pas dans la présentation. Et pour répondre à Sergine, on a déjà fait un atelier sur Facebook et un atelier sur LinkedIn. Et je pense que les enregistrements sont déjà disponibles.
où on parlait un petit peu plus, on allait plus en détail concernant juste cet outil-là, où ça parlait un petit peu des publicités. Et il y a la semaine prochaine un atelier spécifique juste pour les publicités dans les médias sociaux. Donc, juste pour ton information. Parfait, génial. Cool. Alors, la stratégie gagnante pour les publicités payantes. Donc, la première étape que je vous inviterai à faire, c'est vraiment de identifier votre stratégie. Et quand on parle de stratégie, on parle plus quels sont vos objectifs d'affaires. Quels sont les objectifs que votre entreprise ou votre marque doit atteindre au cours de cette année ou au courant de l'année prochaine. Bref, quels sont les défis que vous voulez surmonter grâce aux publicités payantes. Donc, si vous pensez que les publicités payantes pourraient être la solution, donc à ce moment-là, c'est vraiment essayer d'identifier pour vous-même c'est quoi mon objectif d'affaires, puis c'est quoi le problème que j'ai en ce moment dans mon entreprise, que je sais que si je fais une initiative marketing, ça va m'aider à surmonter ce problème et à atteindre mes objectifs d'affaires. Donc, je vous dirais tous, si vous avez un papier puis un stylo, de juste commencer, une fois que, si je vous pose ces genres de questions-là, essayez déjà très vite de répondre, de dire, OK, mon objectif d'affaires pour cette année serait de avoir X nombre de clients, etc., etc. Mais essayez d'y aller avec moi, comme ça va vous aider plus à avoir un plan d'ici la fin de cet atelier. Asma, quand tu dis objectif d'affaires, c'est financier, on regarde, il y a différentes choses à regarder ou... Il y a différentes choses à regarder, mais je dirais le numéro 1 principal, ça serait financier. Ouais, ce serait quoi votre objectif financier pour l'année? Donc, si par exemple, vous voulez faire 100 000 ou 200 000 $ par année, donc à ce moment-là, il va y avoir une stratégie qui devrait se faire en place, des tactiques qui doivent se faire pour pouvoir atteindre cet objectif d'affaires. Donc, qui va être un mix peut-être de stratégie payante et organique. Donc, identifier cet objectif d'affaires-là dès le départ aide. Parce que la majorité des personnes, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont s'identifier des objectifs de médias sociaux complètement différents de leur business. Et l'idée ici, c'est vraiment de toujours commencer avec votre business parce que les médias sociaux ou le marketing, c'est juste vous aider pour pouvoir atteindre vos propres objectifs d'affaires. Et donc, quand on regarde les objectifs d'affaires puis la stratégie qu'on veut atteindre, il y a 4 niveaux, 4 étapes. Donc, à ce moment-là, c'est essayer de vous identifier dans quelles étapes vous êtes. Idéalement, choisir juste une étape et le processus est évolutif. Donc, vous pouvez être entre deux ou être dans l'une de ces étapes. Donc, la première étape dont on parle, c'est présence. En anglais, on appelle ça awareness. Et c'est vraiment amplifier la reconnaissance de votre marque, de votre entreprise, de vos services ou vos produits au sein de votre public, de votre marché cible. Donc, c'est vraiment y aller avec l'idée, si je veux utiliser le marketing et principalement la stratégie payante, est-ce que mon objectif, c'est vraiment de développer ma notoriété de marque, de créer une plus grande présence de mon entreprise en ligne et vraiment être plus proche de ma clientèle cible. Donc ça, ce serait un objectif qui est vraiment le premier, qui est présence. Le deuxième objectif qui vient après ça, si vous avez déjà cette présence, cette notoriété de marque, c'est l'engagement. Donc à ce moment-là, c'est vraiment aller un petit peu plus à l'avant et commencer à générer des clients potentiels et du trafic Internet, soit vers votre site ou votre place de vente en ligne, etc. Donc, vous amenez les gens d'être des inconnus à les amener à venir sur votre site ou à s'engager avec vous, de communiquer, d'avoir une conversation au sein des médias sociaux ou d'autres outils marketing. Donc, ça, c'est l'engagement qui est l'étape 2. Et après ça, l'étape 3, c'est les ventes. Et c'est là où on veut stimuler les ventes et augmenter l'activité à l'intérieur même de notre site Internet. Donc, vous voyez, la majorité des gens, quand ils viennent, ils disent « Ah, ce que je veux, c'est les ventes. » Mais il faut vraiment, en premier, développer votre notoriété de marque, créer de l'engagement. Après, on arrive aux ventes. Et finalement, la dernière étape, c'est la fidélisation. Et c'est là où on établit un rapport plus détaillé avec notre clientèle, on les fidélise et on encourage le bouche à oreille. Et on commence à demander des références, des recommandations pour nos produits et nos services. Donc, en regardant ces 4 stratégies, j'aimerais bien que vous me disiez dans le chat où est-ce que vous vous situez
en ce moment. Sandrine, présence. Engagement pour Jocelyne. Présence pour Karen. Vente pour Nancy. Ouais, Sergine, j'ai aussi présence pour toi vu que tu commences. Et Kim, moi, j'en suis partout en même temps selon les clients. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu as différents types de clients, de clientèle? Pardon, je mange du popcorn en même temps, mais en fait, je pense que certains clients, j'en suis à la première phase, j'essaie juste de les avoir me rencontrer, puis d'autres, j'en suis à la phase de fidélisation. Donc, ça dépend des clients. Popcorn. À ce moment-là, je te dirais, Kim, pense-y au sein même de ton entreprise, incluant tous les clients. Et puis, juste regarde où est-ce que ton entreprise se situe en ce moment. Est-ce que tu as dépassé l'état de présence parce que tu as déjà assez de clients, tu es déjà à l'état de l'engagement, tu es déjà arrivé à l'état de vente. Donc, définis un objectif en regardant ton entreprise d'en haut. Donc, vraiment de façon plus stratégique et non pas de clients individuels. OK, merci. Et ça fait plaisir. Puis Anne-Claire, présence. Super. Donc, pas mal de présence. Nancy est en avance pour vente. Génial. Et donc, quand j'explique concernant cette stratégie, comme vous voyez, c'est des flèches, right? Donc, ça avance tranquillement. Alors, à ce moment-là, c'est vraiment de dire que je peux être entre deux et quand je finis avec la présence, je peux arriver à l'engagement puis je peux aller à la vente. Et puis, certaines étapes ne prennent pas beaucoup de temps. Peut-être la présence peut prendre 6 mois ou 1 an, mais l'engagement peut prendre 3 mois ou 6 mois et puis les ventes peuvent se faire de façon plus vite. À ce moment-là, comment est-ce que je peux inclure la fidélisation pour que les ventes continuent à avancer? Okay? Donc, voilà. Parfait. Alors, on a une idée de la stratégie ou du chemin où est-ce qu'on s'en va. La deuxième étape, c'est vraiment de clarifier vos objectifs. Donc, vous avez déjà votre objectif d'affaires qui est en haut, qui vous donne la raison pourquoi vous voulez utiliser le marketing pour que vous puissiez arriver quelque part. Là, on a défini au niveau marketing où est-ce que vous en êtes et quelles sont les tactiques que vous devez faire selon la stratégie. Maintenant, c'est clarifier vos objectifs. Et quand on parle de clarifier vos objectifs, j'aime bien parler des objectifs SMART. Et SMART, ça vous permet de vraiment de très, très bien cibler vos objectifs. Donc, on parle de spécifique. Ça veut dire ils décrivent une mesure, un comportement, un résultat qui est précis, qui est observable. Et ils sont mesurables. Donc, ça veut dire qu'on peut les quantifier. Ils sont axés sur un auditoire cible. Ils sont réalistes et ils sont temporels. Et donc, un objectif SMART doit avoir ces 5 éléments ensemble et non pas juste un. Et beaucoup de personnes me disent, oui, je connais les objectifs SMART, mais quand je fais l'activité de décrire un objectif SMART, ils ont toujours de la misère. Donc, je vous dirais de vraiment y penser avec votre objectif, puis dépendamment de l'étape que vous avez choisi à l'intérieur même, votre stratégie, vous pouvez développer des objectifs. Alors, je vous ai préparé quelques exemples pour que vous ayez une idée. Donc, quand on parle, par exemple, de spécifique, c'est augmenter les ventes de 150 000 $, par exemple. Mesurable, on veut que 90% des avis de nos clients qu'on va recevoir de notre enquête de satisfaction annuelle qui sont jugés bons ou excellents. Right? Axé sur un auditoire, on peut dire qu'on veut accroître de 50% la base de données de nos membres entrepreneurs francophones. Donc, vraiment cibler une clientèle spécifique et vraiment développer de l'objectif concernant cette clientèle-là ou cet auditoire-là. Et réaliste. Si vous avez eu des ventes en 2020 de 250 000, donc peut-être vos objectifs pour cette année, c'est de 400 000. Donc, l'augmentation de vente de 150 000 $. Et temporel, ça veut dire que on veut augmenter les ventes pour un certain pourcentage d'ici le 31 décembre 2021. OK? Donc, vraiment se donner un temps, il faut que ça soit réaliste,
Il faut que ça soit axé sur un auditoire, il faut que ça soit mesurable et que ça soit spécifique. Et donc, quand on regarde au niveau présence, on peut dire qu'on veut augmenter le nombre d'abonnés à notre page d'entreprise LinkedIn à 200 personnes d'ici le 30 septembre 2021. Donc, juste cet exemple-là, ça vous démontre un objectif SMART. Augmenter de 20% le nombre d'abonnés à notre liste de diffusion d'ici le 30 juin. Faire en sorte que nos articles et vidéos sont partagés en moyenne 5 fois au cours du deuxième semestre 2021. Donc, vous voyez, chacun de ces objectifs-là est SMART parce qu'il inclut les 5 éléments. Puis là, il est vraiment concentré juste au niveau de la présence. OK? Oui, Anne-Claire? Oui. J'aimerais bien juste comprendre parce que, par exemple, est-ce que c'est applicable à tout le monde ou pas? Parce que dans mon cas, par exemple, mon objectif, c'est d'avoir dans un premier temps 2 clients par semaine. Mais est-ce que j'ai besoin de passer par l'étape, avoir plus de gens sur ma page, des choses comme ça? Ou parce qu'au final, est-ce que je peux pas directement passer à l'étape vente et avoir 2 personnes qui bookent une consultation, quoi? Je dirais que vous pouvez définitivement faire de cette façon, de dire que vous voulez avoir 2 clients par semaine. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez déjà identifier peut-être un objectif au niveau de votre présence. Si, par exemple, vous voulez que si les gens partagent une annonce que vous faites à l'intérieur des médias sociaux, puis il y a 10 personnes ou 5 personnes qui les partagent, ça va vous donner comme une raison de plus que vous allez avoir 2 personnes qui vont peut-être devenir vos clients. Donc, à ce moment-là, vous pouvez identifier un objectif dans chacune des étapes d'avant qui peut vous amener à cet objectif-là. Ça peut être rencontrer un partenaire, par exemple. Ça peut être Rencontre. Ah ouais, tout ça, c'est on parle sur le Internet. Hein. Non, à vente. Okay. Est-ce que vous m'entendez? Non, on t'entend plus là, Asma. Et là? Ouais, là c'est bon. Oh, ok. C'est juste déconnecté tout seul sans aucune raison. Oui, alors Anne-Claire, je dirais que identifie ton objectif présence. Si ton objectif est la vente, d'avoir 2 clients par semaine. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment revenir en arrière et dire de quoi j'ai besoin pour que je puisse arriver à cet objectif-là. Okay. Et peut-être que tu as besoin de plus de présence qui va t'aider à arriver plus rapidement ou plus d'engagement. Donc, à ce moment-là, tu peux identifier peut-être un objectif présence, un objectif engagement, puis peut-être 2 objectifs vente. C'est ce que je veux dire? Ok, super, merci. C'est une bonne question. Ok, super. Alors, ça, c'est un exemple présence. Et puis, quand on regarde au niveau engagement, c'est qu'on veut, par exemple, augmenter le nombre de visiteurs du site Internet à 1000 personnes par mois d'ici le 15 novembre. Donc, on veut avoir plus de personnes qui cliquent et qui viennent sur notre site. On veut peut-être réduire le taux de rebond sur nos sites Internet à moins de 20% d'ici le 15 décembre. Donc ça veut dire qu'on doit faire du travail à l'intérieur même de notre site Internet où on ne veut pas que les gens arrivent sur notre site puis quittent aussitôt. Parce que quand ils viennent, ils cliquent et puis ils quittent, à ce moment-là, Google considère ça comme un signal que ce site-là n'est pas pertinent et donc tranquillement, au niveau organique, votre site va commencer à baisser puis aller vraiment plus bas dans la liste. Générer 30 filons potentiels par mois d'ici le 30 septembre. Donc, c'est là où à ce moment-là, vous avez des prospects, vous avez des filons de personnes qui sont intéressées que peut-être vous allez être capable de convertir après. Et puis peut-être atteindre un taux d'ouverture de nos courriels de 35% d'ici le 30 septembre. Donc, on veut que les gens engagent avec notre contenu. Donc, pour que la partie vente se fasse de façon plus facile, il faudrait qu'on s'assure qu'on a une présence qui est consistante, que les gens nous connaissent, ils savent ce qu'on offre, ils savent ce qu'ont nos offres et nos services, qu'est-ce qui nous rend uniques et différents. Et après, on est capable d'être consistant au niveau de la manière comment on est présent à l'intérieur des médias sociaux ou dans notre marketing. Comme ça, on est capable de créer de l'engagement avec cette audience pour qu'après les ventes se fassent de façon plus facile pour après ça arriver à la fidélisation. Et donc, quand on parle de vente, peut-être c'est atteindre un taux de conversion de filon potentiel de 2,5%.
Et ça, c'est un benchmark à peu près là où, à l'intérieur de site Internet. Donc, on a des gens qui arrivent et si vous avez déjà une offre à l'intérieur même de votre site Internet, c'est peut-être un atelier, etc. Donc, combien de personnes, sur 100 personnes, combien de personnes décident de s'inscrire et de vous payer? Donc, à ce moment-là, si vous avez un taux au niveau de conversion de 2,5%, c'est déjà pas mal. Et peut-être, c'est accroître les ventes de formation en marketing, peut-être un cours que vous avez en ligne à 3 000 $ par mois d'ici le 30 juin. Vous voyez? Donc là, c'est vraiment vous développer des objectifs très, très spécifiques au niveau des ventes. Alors, ça peut être le nombre de clients que vous voulez avoir, que ça peut être le nombre de conversions que vous pouvez faire d'un client potentiel à un client officiel, ou que ça peut être des ventes spécifiques au niveau de votre site Internet, ou si vous avez like, si vous vendez des produits ou peut-être Sergine dans le futur, elle va vendre de la lingerie. Right? Et finalement, le dernier objectif, c'est la fidélisation. Cela, c'est augmenter la fidélisation des visiteurs. Par exemple, on ne veut pas juste tout le temps avoir des nouveaux visiteurs qui viennent sur notre site. Et ça, c'est une des données qu'il faudrait toujours visiter sur votre site. Parce que c'est bon d'avoir de nouveaux visiteurs qui viennent sur votre site à chaque mois et c'est super. Mais le plus important, c'est avoir des visiteurs qui reviennent. Et donc, à ce moment-là, peut-être vous allez augmenter la fidélisation en disant comment est-ce que je peux amener ces visiteurs-là à visiter 5 fois par mois mon site? Comment est-ce qu'ils peuvent revenir? Est-ce que je dois me créer un blog? Est-ce que je dois me faire un show en ligne qui se fait juste sur mon site? Est-ce que je vais avoir des offres qui vont venir sur mon site pour pouvoir y accéder? Donc, différentes façons comme ça. Et accroître le référencement de clients de 20% d'ici le 30 septembre. Et ça, c'est vraiment amener les gens à parler de vous pour que vous puissiez avoir des recommandations, pour que vous puissiez convertir des nouveaux clients. Donc, voici quelques exemples de comment créer des objectifs SMART, dépendamment de votre stratégie ou est-ce que vous en êtes en ce moment. Est-ce que vous avez des questions? Nancy, quand vous parlez de freelance, vous parlez bien de lead qualifié? Oui, je dirais oui pour cet exemple-là. Quand on va identifier des objectifs SMART, on veut vraiment parler de lead qualifié. Et quand on est en présence, à ce moment-là, on peut juste attirer plusieurs personnes. On peut même le faire au niveau engagement, parce que c'est là où on va voir la différence entre un lead qui est qualifié ou non qualifié avant de les amener à vendre. Je vous dirais un exemple que je fais avec mes clients. Si, par exemple, quelqu'un veut offrir une formation qui coûte peut-être 1 000 $. Donc, à ce moment-là, ils peuvent avoir sur leur site Internet un genre de formulaire pour que les gens puissent télécharger un document ou pour pouvoir booker une rencontre pour cet atelier-là. Donc, dépendamment de ce que les gens, comment ils vont répondre aux questions, si déjà dans l'une des questions, si par exemple une des questions dit est-ce que vous avez, quel est votre budget pour vous aider à développer vos capacités en sculpture? Je donne juste un exemple. Puis quelqu'un dit moins de 200 $. Puis une autre personne dit mon budget est entre 200 à 500. Puis quelqu'un dit j'ai un budget de plus que 1 000 $ pour développer cette nouvelle expertise. Donc à ce moment-là, peut-être Jocelyne, les deux personnes qui vont dire moins de 200 $ puis moins de 500 $, au lieu de les amener directement à booker une rencontre avec Jocelyne, à la place, vont dire au fait, voilà, télécharger ce document ou aller regarder cette vidéo qui parle plus en profondeur de comment faire telle chose. Mais juste avec ce formulaire-là, puis cette question-là, vous êtes capable déjà de préqualifier les personnes parce qu'ils ont déjà le budget qui va les amener à être des candidats idéaux pour ce programme. Donc, ça, c'est juste une idée d'une tactique qui peut être appliquée à l'intérieur même de votre site Internet. Quand vous créez des annonces, vous faites des publicités ou que ce soit organique ou publicitaire, vous amenez les gens quelque part et puis d'un petit formulaire, vous pouvez décider ils ne sont pas qualifiés, à la place, je vais leur donner accès à un document gratuit et ceux qui sont préqualifiés, je les amène directement à avoir une rencontre avec moi. Vous voyez? Donc,
Ouais, ça fait plaisir, Nancy. Oula. OK. Parfait. Alors, on a parlé de qu'il faut en premier définir votre stratégie, qu'il faut clarifier vos objectifs, puis créer et écrire des objectifs SMART. J'espère que maintenant vous êtes en mesure de vous d'écrire un objectif SMART. Je vous inviterai à écrire un objectif SMART sur le chat d'ici la fin de l'atelier. Comme ça, j'aimerais bien les lire. Puis, si vous voulez qu'on vous donne des commentaires pour vous aider à les améliorer, voici votre chance. Alors, la deuxième étape maintenant, c'est élaborer votre parcours client. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? Si vous avez déjà assisté aux séances qu'on avait faites avec Stéphanie, on a parlé beaucoup de personas et des profils types durant la session de Facebook. Donc, je vous inviterai à revisiter cette partie-là de la présentation. Je pense que c'était le deuxième point où on parlait de connaissez votre auditoire, puis on avait parlé vraiment plus en détail comment créer des profils types, puis Stéphanie avait déjà partagé qu'il y avait d'autres séances, ateliers qui ont été faits pour aller plus en détail. Mais là, le parcours client, c'est la deuxième étape après avoir développé déjà un profil type client. Alors, et ce qu'on veut dire par un parcours client, c'est vraiment analyser le parcours que votre client va prendre quand ils vont quand ils vont se connecter avec votre entreprise puis avec ce que vous faites. Et un parcours client, ça vous permet d'optimiser votre investissement marketing, que ce soit des clients actuels ou potentiels, au niveau de votre plan de communication, mais aussi au niveau de votre plan publicitaire. Ça va vous permettre vraiment de vous aider à optimiser l'expérience client du début à la fin. Et on appelle cette démarche la cartographie du parcours client. Et en anglais, on appelle ça journey mapping, customer journey map, ou customer journey mapping, où on crée vraiment la cartographie. Et donc, vous voyez, on avait déjà parlé des profils types. Donc, la première chose, c'est que vous développez un profil type, comme cet exemple, où vous avez une très bonne idée de l'âge, la profession, la location, c'est quoi leurs intérêts, c'est quoi leurs problèmes, c'est quoi leurs habitudes, c'est quoi leur personnalité, c'est quoi leurs habitudes. Et puis, une fois avoir identifié ce profil type et avoir une idée très claire, là, après ça, on développe la cartographie du parcours client. Et c'est vraiment la manière comment elle est faite, c'est elle est constituée de tous les points de contact en ligne ou pas en ligne qui caractérisent le rapport que va entretenir avec votre entreprise ce client, que ce soit au moment où ils sentent qu'ils ont un besoin et c'est quoi les émotions qu'ils vont ressentir tout au long de ce parcours. Donc, je donne un exemple. Si, par exemple, je suis un couple et puis je veux avoir un enfant et je veux avoir une consultante avec qui je peux parler, à ce moment-là, peut-être la première chose que je vais faire, c'est que je vais faire une recherche Internet. Et de là, peut-être je vais tomber sur le site de Anne-Claire ou une recommandation de Anne-Claire. Puis de là, je vais aller sur son site. Et je vais lire ce qu'il y a sur son site. Et puis peut-être après, je vais vouloir cliquer pour pouvoir la contacter pour avoir une rencontre. Puis après, j'ai une rencontre avec Anne-Claire. Puis là, après, qu'est-ce que Anne-Claire va faire une fois qu'on a eu la rencontre? Puis peut-être que quand je vais devenir cliente, etc., etc. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment, ça commence au moment où j'ai le besoin de faire une recherche. Et de là, c'est vraiment pour vous de penser de, OK, quelles sont les recherches que mes clients potentiels vont faire? Qu'est-ce que j'ai besoin de créer pour eux? Et comment je veux qu'ils se sentent tout au long du processus. Donc, c'est là comment on développe cette cartographie. Et il y a plein de statistiques qui démontrent l'importance de cet exercice. Le retour sur investissement est vraiment haut. L'expérience client, elle monte. Les recommandations positives augmentent. Le revenu, parce qu'il y a des clients qui nous recommandent, augmente. Donc, quand vous voyez toutes les compagnies qui développent des cartographies de parcours client, ils ont de meilleures statistiques au niveau de leur expérience client.
parce qu'ils sont capables de créer plus que de l'empathie. Donc, il y a l'empathie qu'on développe quand on est en train de créer nos profils types, mais là, on va vraiment un petit peu plus loin où on commence vraiment à identifier c'est quoi le parcours, comment les gens se sentent quand ils sont en contact avec notre entreprise ou avec notre identité de marque du début jusqu'à la fin. Et donc, voici un exemple d'une cartographie que vous pouvez vous créer. Donc, comme on avait dit, l'étape 1, qui est le numéro 1 là, c'est le profil type. Donc, c'est qui est cette persona, que vous allez lui donner un nom, qui va avoir des rêves et des désirs et des problèmes et des habitudes. Et de là, après ça, c'est développer le scénario de quoi, c'est qu'est-ce qu'ils cherchent, de quoi ils ont besoin, c'est quoi leurs objectifs. Et puis après, c'est de là développer les phases du parcours. Parce qu'il y a différentes phases. Right? Il y a des gens où ça va être juste, ils sont en mode découverte. Et puis c'est là peut-être après, ils vont aller en mode recherche. Et puis c'est là où ils vont arriver à initiation, où ils vont vous contacter ou faire des recherches parce qu'ils sont curieux. C'est là après où il va y avoir, peut-être ils vont vous communiquer avec vous. Et puis après ça, peut-être il va y avoir une rencontre. Puis après ça, il va y avoir une vente. Et puis après ça, il va y avoir un suivi. Puis après, il va y avoir de la fidélisation. Donc là, je donne juste, grosso modo, une idée de c'est quoi les différentes phases que peut-être vous pouvez avoir à l'intérieur même de votre entreprise. Et là, c'est vraiment de créer ce parcours-là. Donc, c'est quoi les actions que cette personne va prendre? Qu'est-ce qu'il pense ou qu'est-ce qu'elle pense quand elle prend cette action? C'est quoi son expérience émotionnelle? Est-ce qu'ils sont heureux ou est-ce qu'ils sont frustrés? Donc, vraiment développer c'est quoi cette expérience-là, qu'est-ce qui arrive. Parce que de là, ce qui va vous amener, c'est à développer des occasions, des opportunités que vous pouvez améliorer. Peut-être à l'intérieur même de votre site Internet. Peut-être qu'ils ont de la misère à trouver le bouton « Contactez-nous ». Donc, à ce moment-là, peut-être que vous allez décider de le mettre en gros et en rouge dans une bannière complètement en haut du site et on le voit tout le temps. Donc, juste en faisant ça, donc l'expérience client a déjà été augmentée. Voyez? Et à la fin, le numéro 8, c'est vraiment la responsabilité interne. Donc là, si vous avez une équipe, comme Sandrine avait mentionné tantôt, à ce moment-là, OK. Donc maintenant, on a identifié ces opportunités. Qui s'occupe de quoi? Qui va s'occuper du site Internet? Qui va s'occuper de notre SEO, puis s'assurer qu'on a la bonne recherche de mots-clés? Qui est-ce qui va développer les profils persona? Et l'une des manières, les meilleures manières pour vous de créer cette cartographie du parcours client, c'est d'avoir des entrevues. Ou vraiment de faire le shadow, comme s'il y a une personne qui va sur votre site, vraiment vous restez puis regardez comment ils vont sur votre site, ou peut-être leur demander d'enregistrer quand ils vont sur votre site, puis qu'est-ce qui arrive, et qu'est-ce qu'ils font. Comme ça, vous allez voir s'il y a une frustration, ils sont capables de trouver l'information, etc. Donc, c'est vraiment développer cette cartographie du parcours client. Donc, ça, je vous donne un exemple. Ça, c'était un de mes étudiants qui avait créé ça. Il a eu A+, parce qu'il était très bien. Puis, je l'aime beaucoup parce que c'est super bien fait. Donc, quand vous voyez en haut, il a vraiment identifié toutes les différentes phases que le client va aller. On avait un client, un vrai client, c'était une compagnie à Victoria qui a développé une application pour les personnes qui veulent devenir des écrivains. Et quand vous mettez votre manuscrit à l'intérieur même du logiciel, le logiciel vous dit c'est quoi les différentes places où il faut améliorer. Et donc là, comme vous voyez, il a identifié 3 profils types. Et de là, il a commencé à vraiment, il a fait les entrevues, il a identifié c'est quoi leur pensée, à quoi ils pensent quand ils font une recherche en particulier. Et puis, ils sont frustrés, ils sont heureux, ils sont contents, très heureux, ils sont frustrés ici. Vous voyez, donc à ce moment-là, quand on regarde l'expérience émotionnelle, on est vraiment capable de trouver très rapidement quelle est une petite chose que je peux faire tout de suite qui peut améliorer l'expérience émotionnelle de cette personne. Asma, donc là, vous développez. Tu peux zoomer un petit peu sur ton tableau, qu'on voit un petit peu mieux? Ouais, j'ai essayé de le faire ici. On va voir, regarde si ça marche. C'est un petit peu plus difficile, mais donc là, je vous donne juste un exemple. Il a développé 3 profils types. 45 ans, 27 ans, 31 ans, full-time. Cette personne travaille sur son premier livre. Cette personne, elle a déjà écrit plusieurs livres.
Et puis là, vous voyez, donc là, il est allé à chaque étape. Ils sont excités, ils sont heureux, ils sont neutres, ils sont pas heureux, ils sont en colère. Et puis là, il est allé pour chacun, pour voir à chacune des étapes. Donc, comme vous voyez ici, cette personne-là est pas contente à awareness. Ils ont eu de la misère à trouver ce qu'ils voulaient. Considération, ils n'étaient pas contents. Trial, ils étaient peut-être OK, c'est un bon petit test. Ils étaient heureux à l'évaluation. Et puis, à la vente, ça a rechuté. Et puis, quand ils ont fait leur travail, ça a bien été. Et puis, comme vous voyez, après, ça finit. Et puis, ils sont frustrés encore. Donc, vous voyez, donc, juste ici, il y a déjà plusieurs opportunités qui peuvent être développées à l'intérieur même. Ça, si on regarde juste l'expérience émotionnelle. Et puis, quand on regarde au niveau des opportunités, oups, non, il n'y a rien qui ne peut plus marcher. On revient en arrière et on repart ici. Je fais un autre share screen. J'ai d'autres exemples, mais je vais juste vous montrer celui-là en premier. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourras partager à l'issue de la formation, ce document? Ben, j'en ai d'autres. Et si quelqu'un veut vraiment celui-là, je pourrais le partager. Donc, je vais aller vous montrer d'autres exemples. Donc, vous voyez ici, c'est la même chose, mais c'est une façon encore un petit peu plus simple. C'est pas aussi détaillé. Donc, ça n'a pas vraiment d'être autant détaillé si vous voulez pas. Mais ici, comme vous voyez, il y a comme l'étape découverte, recherche, conversion et après la vente. Il y a 3 profils types, un cercle, un carré, une étoile. L'expérience est des positives ou négatives. Donc, cette personne-là, elle ne s'est pas trop compliqué la vie. Elle est comme, OK, est-ce que c'est positif, c'est négatif? Je ne vais pas aller plus dans les détails. Et puis là, on regarde. Quand ils ont fait la recherche utilisant leur desktop, ça a bien été. À la recherche, ça a mal été. Recherche ici aussi, ça va pas bien. Conversion, c'était un petit peu positif. Donc, vous avez une façon, vous pouvez le faire de cette façon-là. Mais ce qui est important à considérer, c'est que vous devez avoir des profils types très clairs avec lesquels vous pouvez avoir des entrevues pour leur poser des questions. Et la deuxième étape, c'est être très clair au niveau des phases que vos clients passent à travers avant de pouvoir travailler avec vous directement. Voici un autre exemple également. Comme vous voyez, stage 1, premier niveau, ils ont un besoin. C'est ça, comment toujours j'ai un besoin. Et c'est ça l'objectif. Ils se disent, je veux ouvrir un compte bancaire. C'est ça qu'ils se disent dans leur tête. L'opportunité, c'est trouver les personnes qui se trouvent dans cette région. Le défi, c'est que est-ce que ces questions-là, est-ce que c'est pour un nouveau client ou pas? Et les touchpoints, ils utilisent la télévision, les publicités, puis mobile. Et puis l'engagement, l'expérience, est-ce qu'elle est positive? L'engagement, il est correct. Content, pas vraiment, satisfaction, elle est basse. Et puis là, ils font la recherche. Je veux comparer les prix des différents comptes. Donc, c'est ça qui se pose comme question. Et donc, pareil, ils sont pas super contents ici. Là, ils s'inscrivent. Donc, la date, c'est positif. Ils créent le compte, ils font les transferts, puis ils aiment la banque, puis ils veulent tout faire. Donc, vous voyez, donc encore une fois, c'est vraiment développer les phases et puis vraiment prendre la peine de développer cette empathie avec votre client pour savoir de quoi ils ont besoin, quand ils en ont besoin. Parce que quand vous allez faire cet exercice, ça va être très clair pour vous. J'ai besoin de faire des publicités en ligne ou j'ai besoin de me concentrer principalement sur les outils dont j'ai déjà en ma possession, qui est peut-être c'est mon SEO, peut-être que je dois écrire un blog, peut-être que je dois m'assurer que ma recherche de mots-clés est parfaite et la bonne que je dois faire pour pouvoir attirer plus de ces clients-là. Donc, voilà. Donc, ça, c'est comme je vous ai dit, c'est une étape assez importante, puis vous allez voir pourquoi quand on va aller un petit peu plus dans les détails au niveau des médias mixtes. Mais vraiment développer votre objectif, puis après ça, créer cette cartographie du parcours. Comme j'ai dit, ça peut commencer de façon très simple. Vous pouvez vraiment juste dire que pour qu'une personne travaille avec moi, j'ai 3 étapes. Ils font une recherche, ils
il y a de l'engagement qui se fait, puis après ça, ils ont un appel avec moi où la vente se fait. Et vous pouvez dire que peut-être ma 4e étape, c'est qu'une fois qu'ils sont devenus clients, comment est-ce que je peux m'assurer que je les garde heureux, puis ils sont bien comme ça, ils peuvent continuer à faire de bouche à oreille pour moi, puis m'aider au niveau de la fidélisation. Voyez? Et puis là, identifiez vos profils types. Idéalement, vous avez besoin d'un profil type, c'est un profil type primaire. Et puis là, vous pouvez développer 2 ou 3 profils types, dépendamment de votre entreprise, puis le genre de personnes avec qui vous voulez travailler. Oui, Anne-Claire? Dans le cas où tu crées un service ou un produit qui est pas connu, ou limite tu veux créer un besoin, c'est un peu créer un besoin ou répondre à un besoin que les gens ne savent pas encore qu'ils ont, comment tu fais? Parce qu'en fait, du coup, les gens vont même pas passer par l'étape forcément de faire une recherche ou tu vois, de se questionner de ça parce qu'ils savent pas que ça existe. Ouais, à ce moment-là, c'est une stratégie que beaucoup de startups font parce qu'ils créent toujours quelque chose de nouveau qui n'existe pas encore dans le marché. Donc, à ce moment-là, je dirais que la stratégie va être l'éducation. Donc, c'est faire beaucoup d'éducation. Donc, c'est créer des vidéos, créer des blogs. Tantôt, tu as parlé de partenariat. Donc, à ce moment-là, c'est trouver une communauté qui est déjà active de tes clients idéaux et puis à ce moment-là, leur demander est-ce que tu peux venir et faire une présentation. Et puis peut-être en faisant la présentation, ils peuvent aller sur ton site Internet pour télécharger un document, une méditation, une checklist, n'importe qui pourra les aider, les servir. Et puis peut-être en téléchargeant ça, ils peuvent avoir une rencontre directement avec toi en personne qui peut amener à peut-être qu'ils deviennent tes clients, tu vois. Mais Ouais, super, la première étape, ouais. Mais la première étape, ça va être définitivement être l'éducation. C'est éduquer les gens et c'est chercher les gens qu'est-ce qu'ils c'est comme on dit souvent. Je vais le dire en anglais parce que ça va être très dur de le traduire directement dans le slide en anglais. Parce que, give them what they want, but surely give them what they need. Donc, tu peux utiliser déjà les mots-clés que les gens utilisent pour le genre de service qu'ils veulent. Et puis de ces mots-clés-là, tu es capable d'écrire un article ou faire une présentation qui parle vraiment de ce que tu fais de différent et de nouveau. Comme ça, ils vont dire, ah, c'est un besoin que je savais même pas que j'avais besoin. Et maintenant, ben, j'en ai besoin. Tu vois? Donc, tu es en train de faire de l'éducation. Et puis, si tu fais des partenariats, ça va amener. Ouais, ça fait plaisir. Donc, pour toi, c'est ça. Tu rajouteras une autre étape avant de découverte à l'intérieur de tes phases. Oui, Kim? Oui, je me demandais dans le contexte du B2B, est-ce que c'est la même approche et puis on fait un profil type par rapport au final decision maker ou bien peut-être s'il y a plusieurs decision makers, plusieurs layers, est-ce que c'est la même chose? Comment ça diffère? Ouais. Je te dirais que quand je travaille avec des B2B clients, des fois, on se retrouve à avoir 8 profils types. Et puis, moi, je rajoute un niveau extra pour les profils types où j'ajoute un score au niveau de l'influence. Donc, ça veut dire exactement ce que tu as dit, c'est qui la personne qui prend les décisions. Donc, peut-être la personne qui prend une décision, c'est un 5 sur 5. Et puis, la personne qui va influencer pour qu'on puisse parler directement à la personne qui va prendre la décision à un 3 sur 5. Donc, par exemple, que peut-être je vais développer une campagne pour parler aux directrices, aux directeurs et directrices des ressources humaines. Parce que je sais que si je parle aux directeurs des ressources humaines et puis j'ai accès à eux, ils vont me donner après l'accès direct au CEO. Donc, à ce moment-là, c'est développer différents profils types, ajouter cet élément extra de influence score que je rajoute. Et puis, le parcours client revient à la même chose. Si tu es capable de les amener en thématique, ça pourrait être une chose. Par exemple, avec un de mes clients, il développe des logiciels pour de l'équipement électronique pour l'écran. Et donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'ils avaient à peu près 12 profils types. Et ce qui se passait, c'est que il y a les ingénieurs qui avaient ce profil type-là, ils avaient plus besoin d'informations techniques. Et puis, plus les personnes étaient plus au niveau managérial, ils avaient plus besoin de détails et d'informations un petit peu plus au niveau solution. Ils veulent plus qu'on leur parle de solutions, alors que les ingénieurs, ils voulaient qu'on soit plus technique.
et qu'on parle. Donc, à ce moment-là, on a développé 2 différents parcours clients qui amènent qu'on donne différentes informations à différents types de personnes. Donc, tu peux te retrouver avec peut-être 2 parcours clients si vraiment le genre d'information est complètement différent, tout en ayant les profils types. Est-ce que ça t'aide avec ta question, Kim? Oui, beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Oui, c'est une bonne question. Ouais. Tout ce qu'on discute ici, ça s'applique vraiment très bien avec le B2B également. Voilà. Parfait. Alors, on a parlé d'identifier votre stratégie. Est-ce que vous êtes au niveau présence, engagement, vente ou bien fidélisation? De là, on a discuté comment vous aider à écrire des objectifs SMART, dépendamment où est-ce que vous êtes. Après, on a parlé de l'importance de créer des profils types et puis là, d'aller un petit peu plus loin et puis de créer le parcours de votre clientèle type quand ils vont avoir accès et commencer à interagir avec votre compagnie ou avec vos offres et vos services. Donc, une fois que vous avez une idée claire de ces 2 éléments-là, la 3e étape, c'est de créer votre média mix gagnant. Et quand on parle de média mix, il y a 2 éléments au niveau du marketing. Il y a le inbound marketing, et ça, c'est plus le marketing qu'on appelle entrant, ou bien là où on a comme la permission, ou bien on parle de outbound marketing, qui est plus sortant, puis c'est plus l'interruption. Donc, le outbound marketing, c'est vraiment diffuser le message auprès du consommateur. C'est ça qui était le marketing jusqu'à les années 2000. C'est pousser nos produits et nos services vers la cible idéale. C'est dire à tout le monde, « Hey, on est là! Hey, regarde, je suis là! Écoute, j'ai un super beau produit, un service. Tu dois l'acheter. » Tu vois? On cherche à rejoindre les futurs clients. Puis, ça devient plus un marketing de masse parce qu'on diffuse à une très grande échelle. Puis, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on fait de l'interruption. Donc, vous vous rappelez, on regarde la télé, on regarde une émission, puis après, 5 minutes après, il y a une publicité pendant 3 minutes. Donc, c'est de l'interruption pour vous montrer un message. Pareil, quand vous écoutez la radio, il y a une interruption parce qu'ils font des annonces publicitaires. Pareil sur YouTube maintenant. Regardez YouTube, si vous n'avez pas YouTube Premium, automatiquement, il y a une interruption. Donc, ça, on parle de outbound marketing. Right? Et puis, l'avantage du outbound marketing, parce que c'est ça qu'on a fait pendant des années, c'est apporter des résultats rapides et évolutifs. Et ce qu'on veut dire par là, surtout pour les grosses compagnies, quand ça marche, ça marche. Donc, si par exemple, je mets 6 000 à 10 000 $ par mois dans mon outbound marketing et ça marche, puis là, j'ai une conversion de 10-20 %, à ce moment-là, je sais que si je double mon budget à 20 000 ou à 30 000, que ma conversion va également doubler ou tripler. Right? Donc, ça devient plus, ça donne des résultats rapides, puis ça devient évolutif. Donc, c'est là où on parle de outbound marketing. Donc, quand on regarde ça, c'est vraiment tout ce qui est l'imprimé, la radio, la télévision, tous les affichages publicitaires qu'on voit, les mails que vous recevez à la maison, les médias sociaux, certains médias sociaux quand vous avez de la publicité qui arrive, pillory marketing, où vous avez peut-être vu une annonce une fois, puis là, vous continuez à revoir la même annonce. Ça vous arrive? Vous êtes sur Facebook, vous faites une recherche, puis après, c'est partout. Bon, là, c'est ça devient c'est du remarketing, c'est du retargeting qui sont en train de faire sur vous, right? Qui dérange. Ça m'a arrêté. Donc, c'est là où on parle, c'est du marketing outbound. Donc, ça, c'est un élément. Donc, c'est bon pour vous de savoir qu'il y a le outbound marketing. Et après, il y a le inbound marketing. Et là, c'est vraiment là où c'est plus du magnétisme. On est en train d'attirer les clients à notre offre et service. Donc, on n'est pas en train de crier, que leur dire, hey, on est là, on est disponible. On est plus là, puis on était comme, on fait nos choses et puis tranquillement on les attire. Donc, c'est vraiment les séduire, nos clients actuels et potentiels, en offrant du contenu de qualité. C'est s'assurer, parce qu'on a fait nos profils types, on a fait notre parcours client, on sait exactement à quoi ils pensent à chaque étape de notre entreprise. On sait exactement qu'est-ce qu'ils cherchent. Donc, peut-être je vais écrire des articles qui vont les amener à être éduqués puis savoir qu'est-ce qu'on offre. Et donc, ça devient une stratégie qui est moins envahissante, puis ça devient plus de la permission.
Et les résultats, ils fonctionnent naturellement sur le long terme. Donc, ça devient très organique. Right? Et ces canaux sont majoritairement sur le web. Donc, vraiment, le inbound marketing a commencé durant les années 2010 à peu près parce que, à cause des médias sociaux, à cause de l'Internet, on était capable à ce moment-là de développer une présence en ligne qui était forte, qui a amené que quand les gens faisaient des recherches de mots-clés spécifiques, ils pouvaient tomber sur notre contenu. Et si leur offrait du contenu de qualité, à ce moment-là, c'est eux qui vont nous contacter pour travailler avec nous. Donc, c'est beaucoup de référencement naturel, le SEO, et puis c'est l'expérience utilisateur. Donc, c'est, encore une fois, pourquoi on se reconnecte à pourquoi on a pris la peine de parler et de discuter du parcours client. Et donc, quand on regarde à inbound marketing, comme on a dit, c'est une communication qui est des deux côtés. C'est les médias sociaux, c'est le SEO, c'est du contenu éducationnel. C'est les gens qui s'inscrivent à votre liste de diffusion parce qu'ils aiment recevoir votre newsletter ou le genre d'informations que vous envoyez. Et puis, c'est les utilisateurs qui vous trouvent. Et donc ici, je vais faire un petit peu un zoom, espérant que ça va vous aider à plus voir les couleurs. Alors là, vous voyez comme outbound. Donc, c'est les bases de contact qui ont été achetées. C'est la télévision, la radio, les publicités imprimées, les panneaux de publicité, les communiqués de presse, les appels commerciaux, les stands qui sont sur dans les salons, les bannières et les pubs, tout ce qu'on fait dans les plateformes payantes, les publicités dans les vidéos. Donc, vous voyez, tout ça, c'est du outbound marketing. C'est comme on dit, quand on pense à « Et écoutez-moi, arrêtez ce que vous faites, je vais vous parler de ce qu'on offre et voici nos offres et services. » Donc, c'est de l'interruption. Et le inbound, c'est les articles de blog, c'est les livres et les études de cas, c'est les événements sponsorisés, c'est les presses, c'est les relations publiques, c'est les relations avec les influenceurs, c'est peut-être des animations de conférences, c'est peut-être faire du speaking, création de contenu, développer du contenu vidéo. Donc, vous voyez, et puis quand on regarde ces deux éléments-là, ça ne veut pas dire que un est meilleur que l'autre. L'idée ici, c'est vraiment pour vous de essayer d'identifier quel serait le mix gagnant pour ce que vous offrez et pour ce que vos clients et votre audience cible cherchent. OK? Parce qu'on a utilisé le outbound marketing pendant des années, puis ça marche. Ça continue à marcher. C'est sûr qu'on veut plus que les gens viennent vers nous, et ce qui est une bonne chose, mais à un moment donné, c'est vraiment essayer de créer votre propre mix et de quoi il a l'air. Donc, ça, c'est un élément. Et le deuxième élément, c'est que il faut choisir le bon media mix. Il y a on parle de owned media, et ça veut dire toutes les informations ou tous les médias qui sont à votre possession. Par exemple, votre site Internet qui est à vous. Donc, c'est un owned media. Si vous avez un bureau ou si vous avez un magasin, donc votre magasin, c'est un owned media. Si vous avez votre voiture ou vous avez des vannes qui ont votre logo, si vous avez des vêtements qui ont votre logo, qui représentent qui vous êtes, ça c'est votre média, il est à vous. Vous le détenez, il est à vous. Donc ça, on parle de owned media. Et après, on parle de earned media. Earned media, ça c'est l'exposition médiatique qui a été gagnée. Ça veut dire que les gens ont entendu parler de vous, puis ils vous ont invité à être dans leur podcast ou ils ont invité à être un speaker à leur conférence ou les médias vous ont contacté parce qu'ils veulent écrire un article sur vous grâce aux relations publiques. Donc, à ce moment-là, on parle de earned. Donc, ça, c'est des médias que vous avez été capable de gagner. Et après, on parle de paid. Et c'est là où on parle du média acheté. C'est là où vous décidez de faire un investissement pour faire de la publicité payante. Et finalement, on parle de social. Donc, c'est tout ce qui est les médias sociaux et tous les développements ou l'engagement que vous pouvez créer à l'intérieur même des médias sociaux pour vous aider avec votre engagement, etc., etc. Parce que la réalité est que vous pouvez développer votre Facebook, votre LinkedIn, TikTok, Snapchat, tous ces différents canaux. Vous pouvez développer votre présence à l'intérieur en ligne. Mais si un jour Facebook décide de fermer votre compte, ils vont fermer votre compte. Donc, on parle toujours que c'est comme si que vous êtes en train de développer votre présence dans des terrains que vous louez. Parce que c'est pas à vous.
right? Donc, à ce moment-là, c'est pourquoi maintenant, on voit beaucoup de monde qui sont en train de développer leur liste email. La liste courriel devient super importante parce qu'ils se disent tout le temps, qu'est-ce qui va arriver le jour où Instagram, un de mes compétiteurs, peut juste décider de faire une plainte et puis Instagram peut fermer mon compte. Donc, à ce moment-là, je me retrouve avec rien. Il faut que je redéveloppe tout. Donc, là, les gens, ce qu'ils font à ce moment-là, c'est qu'ils développent ou ils créent des campagnes qui amènent à ce que des personnes puissent télécharger un document qui les amène à donner leur courriel. Comme ça, ils sont en train de développer cette base de données. Comme ça, ils ont un plan B au cas où le média social, quelque chose peut arriver. Voyez? Donc, encore une fois, on veut créer un mix qui inclut le tout. Et donc, voici un exemple qui, vous allez avoir les slides anyway, mais pour moi, là, ça représente très bien earned media, c'est les relations publiques, c'est les relations avec d'autres blogueurs, c'est les relations avec les investisseurs, c'est les influenceurs. Et puis après, on parle de owned media ici, right? Et ça, c'est créer comme des experts les histoires des clients, tout le contenu qu'on crée, toutes les différentes personnes ce qu'ils disent de nous. Et puis, on parle du paid. Donc là, ça peut être les publicités sur les médias sociaux, ça peut être sur Twitter, Outbrain, toutes les paid media qu'on peut faire. Et puis, shared media ou le social media, c'est là où on parle de médias sociaux, Facebook, Twitter. Et puis, vous voyez, il y a comme des intersections qui se font entre chaque. Donc là, il y a l'influenceur engagement qui est là. Les incentives qui se font, comme les brand ambassadors, comme quelqu'un qui va vous dire, hey, je vais vous envoyer un exemple de leggings et j'aimerais bien que vous puissiez les porter puis faire un post, right? Donc ça, c'est comme ça devient brand ambassadors ou sponsors content ou je vais vous envoyer ça, prenez une photo, puis est-ce que vous pouvez nous taguer, des choses comme ça. Donc là, quand vous voyez, il y a comme différents éléments qui se ramènent, qui se reconnectent ensemble. Quand vous êtes capable de voir qu'il y a différents types de médias et que l'important pour vous, c'est vraiment de vous concentrer, sur votre own media, ce qui est à vous, ce qui vous est propre. Voir comment est-ce que vous pouvez développer des stratégies pour avoir plus de earned media, c'est la couverture médiatique que vous pouvez gagner. Donc, ça, à ce moment-là, peut-être plus développer plus vos relations publiques, etc., faire de l'éducation, faire des présentations dans différents groupes, etc. Et à l'intérieur de ça, vous pouvez inclure le paid media qui va vous permettre de connecter le tout ensemble. Donc, voici un exemple d'un parcours client avec les médias. OK? Donc là, vous voyez, la personne, elle commence, demand generation. Ils sont comme intéressés. Donc là, vous voyez le paid media. Donc, cette compagnie-là, par exemple, ils ont décidé de faire de la publicité à la télévision, à la radio, imprimée, puis des événements. Ouais. Et puis là, tranquillement, là, qu'après ça, ça, c'est juste pour qu'ils puissent, c'est pour développer la présence. Et puis après ça, ils ont commencé à faire le SEO, puis le content marketing, qui est le owned media, qui est à eux. Et après ça, ils ont fait un influencer outreach. Donc, ils ont été capables de travailler avec d'autres influenceurs pour faire plus de promos. Et puis là, ça continue, vous voyez. Donc là, ils arrivent à une étape. Donc là, c'était l'étape reach. Donc là, ils sont à l'étape opt. Donc là, vous voyez, là, ils ont fait leur premier achat. Et puis là, vous voyez, ça continue. Donc là, après ça, les différentes tactiques deviennent un petit peu plus élaborées. Donc là, à ce moment-là, on parle de merchandising, on parle de automation en marketing, on parle de personnalisation. Là, on fait le remarketing. Et puis là, ils rachètent autre chose. Donc là, il y a une conversion qui se fait. Ils ont acheté quelque chose. Puis là, ils arrivent à engagement, ils deviennent loyaux. Donc là, quand ils deviennent loyaux, donc là, ils ont un customer onboarding, ils ont loyalty program. Donc, ils ont un remarketing qui se refait. Et puis, si on les perd, donc là, vous voyez, il y a un remarketing qui se refait, puis on essaie de créer un programme de réengagement pour les amener à revenir comme customer. Et puis, s'ils ne sont pas encore sûrs, ils sont là. Et puis là, on essaie de voir est-ce qu'on peut les ramener à encore un repeat customer. Donc, ça, c'est juste un exemple pour vous montrer en développant les différentes phases, en ayant une idée très claire des différents types de médias qui sont disponibles, en ayant une meilleure idée de votre audience puis qu'est-ce qu'ils cherchent.
Et si vous les suivez partout dans leur parcours et puis vous savez exactement quel genre d'informations leur donner. Comme là, vous voyez, le paid media était vraiment au début. Parce que ça prend du temps. Ça prend du temps pour développer le inbound marketing, surtout si vous venez de commencer. Right? Et puis après ça, c'est également, quand vous voyez ici, ce que j'aime beaucoup de cette slide-là, c'est que il y a l'élément expérience qui est en même temps rajouté ici. Donc, ils s'assurent que l'expérience s'améliore, puis ils sont toujours en train de développer cette expérience. Donc, par exemple, quand on parle ici de CRO en anglais, ça veut dire Conversion Rate Optimization. Et c'est là où je vous ai parlé au début, quand on regardait au niveau de la fidélisation, où je vous disais le taux de conversion doit être autour de 2,5%. Donc là, par exemple, cette compagnie-là, ils s'assurent qu'à l'intérieur de chacune des pages dans leur site Internet, que quand les gens arrivent sur une des pages, ils prennent une action. Une action qui va peut-être les amener à s'inscrire à leur liste email ou à télécharger un document ou à booker une rencontre. OK? Et voici un autre exemple. Donc, pareil, donc quand on est à l'étape présence, awareness, donc vous voyez, il y a le PR, la radio, la télé, le print, peut-être un petit peu de word of mouth, email, pay-per-click, que la belle Stéphanie va vous faire une présentation dans 2 semaines. Puis là, quand on est en considération, donc là, on a besoin de publicité dans les médias sociaux, on a besoin de recommandations, on a besoin de blogs et de médias, peut-être faire un direct mail. Et puis, au niveau quand ils achètent, donc là, on s'assure que le e-commerce, notre store et notre site Internet sont parfaits. Puis quand ils sont en mode rétention, donc on s'assure qu'il y a une communauté, il y a un forum, il y a des questions-réponses. Et puis quand ils sont au niveau fidélisation, on continue les promotions, on continue les blogs, on continue à se connecter avec eux sur les médias sociaux, puis on s'assure qu'on continue à leur envoyer notre newsletter. Donc, vous voyez comme le tout est connecté. Est-ce que c'est bon de dire que on veut développer une stratégie média payante et on veut commencer à payer? Ce qui est correct. Mais à ce moment-là, c'est juste pour vous d'identifier quelle stratégie je dois faire maintenant. Et puis, si je dois faire une stratégie payante, c'est laquelle? Est-ce que c'est dans les médias sociaux ou c'est ailleurs? Est-ce que c'est des panneaux publicitaires ou autres, dont on va en parler tantôt? Et en même temps, c'est pour vous de déjà identifier où est-ce que vous en êtes à l'intérieur même de votre propre stratégie. Puis après ça, vous mettre à la place de votre client, qui identifie quels sont les différents points de contact qu'ils ont avec ma compagnie, puis comment est-ce que je peux les aider à me trouver à chaque fois pour que je puisse les attirer vers moi. Parce que l'objectif final à la fin, c'est que si vous êtes capable de développer votre référencement naturel et vous développez votre expérience client, vous n'aurez pas besoin de dépenser beaucoup d'argent au niveau publicité en ligne. Et si vous êtes très, très clair au niveau de votre profil type, moi, j'ai des compagnies que je connais. Il y a le gars qui a créé Priceline. Il avait fait une conférence, une présentation, puis il a dit « Mon budget marketing en ce moment est moins de 2%. Parce que je connais tellement bien mon profil type que je sais que c'est une mère qu'à 3 heures de l'après-midi, elle s'en va pour aller chercher ses enfants. Donc, je fais de la publicité radio de 3 heures à 3h30. Puis à chaque fois, j'ai tout le temps des clients. » Donc, il était tellement très clair au niveau de c'est qui son profil type, c'est quel profil type qui va les ramener le plus de budget, le plus d'argent, qui vont acheter le plus souvent. Donc, ils ont vraiment développé ce profil type-là qui sont tellement clairs à quoi elles pensent, qu'est-ce qu'elles cherchent, qu'est-ce qu'elles veulent développer. Puis je suis certaine, depuis que COVID est arrivé, ils ont fait des centaines d'entrevues avec ce profil type-là pour avoir une meilleure idée où est-ce qu'ils sont maintenant, où est-ce qu'ils passent le plus de temps. Comme ça, il va être très, très clair au niveau de son budget publicitaire. Il va savoir exactement où le placer parce qu'il aurait eu toutes les réponses directement de ses profils types. Ça va? Tout le monde est là? Ah, tout le monde est là. OK, super. Est-ce qu'il y a des questions à date? Parce que je sais que j'ai parlé de pas mal de choses. Jocelyne, c'est comme, yay, super, on continue? OK. Génial. Parfait. La 4e étape, c'est connaître vos options publicitaires. Et pour les options publicitaires, on a les publicités traditionnelles et puis on a les publicités numériques. Donc, moi, je vais juste en parler au niveau, très haut niveau. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Donc, quand on parle de publicité traditionnelle, là, on parlait avant, ça rejoint tout le monde. Et la beauté des publicités traditionnelles, c'est que vos clients potentiels peuvent conserver vos publicités imprimées, surtout si vous envoyez des flyers ou des brochures ou des choses spécifiques à une localité spécifique. À ce moment-là, ils peuvent garder ça. Ça coûte plus cher, puisque ça coûte le prix de la publicité, plus les frais de production, surtout si vous devez faire de l'impression, puis le design, etc., et puis envoyer ça à tout le monde, etc. Ça coûte pas mal. Et puis, il y a un manque d'interaction. Et puis, le ciblage est pas mal imprécis. Donc, imaginez, si vous faites un panneau publicitaire, on n'a aucune idée qui est-ce qui voit le panneau publicitaire. On sait qu'il est dans une région spécifique, il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de personnes qui marchent et tout, mais c'est pas ciblé. On sait juste que les gens le voient et puis, est-ce que ça va donner des résultats? Peut-être, mais c'est pas aussi ciblé et c'est pas aussi précis que quand on le fait en ligne. Et la deuxième option, c'est les publicités numériques. Donc, leurs coûts sont faibles. On peut très bien les maîtriser. On a l'option pour certains, comme le pay-per-click, les Google Ads, où vous payez seulement quand votre client potentiel clique sur votre annonce. Le ciblage est très, très précis. Vous pouvez être vraiment très détaillé au niveau du ciblage, surtout avec Facebook et Instagram. C'est pas mal fou. Vous avez possibilité de relancer à moindre coût les clients qui ont interagi avec votre annonce. Donc, c'est là où on parle de retargeting. C'est là où je vous ai parlé tantôt que faut continuer à voir la même publicité ailleurs. Vous êtes une fois sur Facebook et là, je suis partout. Vous pouvez mesurer en temps réel l'efficacité de vos campagnes. C'est ça la beauté, surtout quand vous le faites dans les médias sociaux. Vous êtes capable de tester différentes publicités ou différents ciblages. Donc, on parle de A/B testing. A/B testing, un exemple de ça peut être que je peux avoir le même texte, mais peut-être mon image va être différente. Et puis, j'envoie ça sur Facebook. Et puis, je vois Facebook après va me dire, c'est ça la publicité gagnante. Et donc, je peux automatiquement déconnecter les deux autres, puis juste laisser celle qui est la gagnante qui continue à rouler. Comme ça, je dépense pas mon argent dans les publicités qui marchent pas. Et puis, la même chose, je peux avoir la même photo, mais la description est différente. Puis, l'avantage maintenant, ce qu'on a avec les publicités payantes qui est super, c'est que maintenant, Facebook et Instagram et tout vous permettent de, dans une annonce, mettre 5 photos différentes, mettre 5 descriptions différentes, mettre 5 titres différents. Et puis, Facebook, avec leur intelligence artificielle, ils commencent à connecter, prennent une image, un titre et tout, puis commencent à tester pour vous. Et puis après ça, pareil, il vous dit, voici ce qui est le gagnant avec votre clientèle cible. C'est exactement le message qu'ils aiment, c'est ça qui marche. Donc, c'est de l'information très, très, très pertinente. Donc, des fois, juste faire ça pour une stratégie payante, pour avoir cette information-là, c'est de l'or. Donc, je voulais juste partager ça. Et puis, c'est ça. Les interactions également sur les réseaux sociaux sont en temps réel. Donc, les gens peuvent vous donner un commentaire direct. Ils vont vous dire, je suis intéressé. Comme on disait tantôt, comparativement à un panneau publicitaire, on ne sait pas qui l'a vu, on n'a aucune information. Donc, ça, c'est les deux types de médias qui existent au niveau payé. Donc, quand on parle de publicité numérique, on a la recherche payante. Donc, c'est là où on fait l'enrichissement, le bidding par mots-clés pour que vos publicités soient placées en haut de la page des résultats de moteur de recherche. Et puis, vous payez juste quand les personnes cliquent sur votre annonce. Puis, vous avez les publicités camouflage qu'on appelle native ads. Puis ça, c'est plus pour attirer l'attention consommateur en fournissant du contenu qui est connecté à l'expérience. Donc, en fait, on ne se rend même pas compte que c'est une publicité. C'est tellement écrit tout petit qu'on ne sait pas. Mais c'est tellement bien fait. Les meilleurs, en fait, c'est vraiment du camouflage. C'est un article qu'on va lire, puis en fait, c'était un sponsored article. C'est quelqu'un qui a payé pour avoir l'article, mais parce que c'est tellement bien fait que qu'on le voit pas, puis qu'on le lit, puis qu'on interagit avec l'article. Donc voilà, publicité camouflage. Donc, quand on regarde à la campagne AdWords, donc vous voyez ici, je vais voir si je peux annoter ici pour que vous puissiez le voir. Donc, quand quelqu'un fait une recherche mot-clé, comme ici, on va dire quelqu'un a fait une recherche paid search. Donc, vous voyez tout ce qui est ici, c'est les paid search results. C'est tout ce que les gens ont payé
pour apparaître ici. Et puis ici en bas, ça c'est le résultat organique. Ça veut dire que c'est une personne qui a développé du contenu pour faire du inbound marketing qui leur a permis de être situé avec le mot-clé Paid Search Expert pour être dans la première page de Google. Mais les personnes qui ont payé pour les mots-clés vont toujours apparaître avant. Et ces gens-là vont payer quand on va cliquer sur la pub. Donc, c'est ça une campagne à Google AdWords et Stéphanie va en parler un petit peu plus en détail dans les 2 prochaines semaines. Et puis là, c'est le publicité camouflage. Oui, tu as une question, Anne-Claire? Oui, justement, quand tu parles du Paid Search Results, est-ce que le fait de faire ça, ça peut, sur le long terme, améliorer le référencement naturel ou ça n'influence pas du tout le référencement naturel? Ce que je dirais, c'est que j'utiliserai la stratégie payante des mots-clés avec mon référencement naturel. Donc, si tu as un nouveau site puis tu viens juste de commencer, je t'inviterai à faire des publicités avec les mots-clés que tu veux utiliser. Mais le but, c'est que vraiment tu utilises de moins en moins les publicités payantes parce que ton référencement organique va commencer à monter tout seul. Parce que des fois, ça prend 3 à 6 mois. Le fait que tu es en payant et que tu es en haut et que les gens cliquent, ça va en rien influencer ton référencement naturel, en fait. Au fait, ce que ça va faire, c'est que si les gens cliquent, puis les gens restent sur ton site parce que tu as fait une bonne campagne publicitaire, Google, ce qu'il fait à ce moment-là, c'est qu'il te donne un score. Et le score, il s'en va de 0 à 10, dépendamment de la relevance, l'importance ou relevance. En anglais, c'est relevance. À quel point ta publicité a bien fonctionné. Et donc, quand ton score, ton relevance score est haut, ton prix par clic coûte moins cher. Parce que Google, il voit que tu as fait un très grand effort, que le titre va avec la description, puis quand les gens cliquent, ils tombent sur une landing page, n'envoyez jamais les gens vers votre home page. Ça marche pas. Ils envoient sur une page spécifique qui juste dit, ah, c'est ça, vous êtes intéressé, vous allez plus apprendre de comment se connecter avec votre bébé ou avec, voici des trucs, ici, téléchargez ici ou achetez ça, puis c'est clair et net. Donc, quand Google regarde tout ça, ils disent, ah, OK, je lui donne un score de 7. Et à ce moment-là, ton bidding commence à coûter moins cher. Peut-être que ce score-là va être connecté parce que Google va déjà voir que tu as fait quelque chose de positif. Donc, il garde ça en note. Ce qui va aider avec ton référencement naturel, puis ça, je le conseille à tout le monde. Quand vous achetez un nom de domaine, achetez-le pour un minimum 5 ans. Parce que ça, déjà, c'est un signe que pour Google qui dit, OK, cette compagnie-là ou cette personne-là n'a pas acheté ce lien-là juste pour spammer les gens puis disparaître, parce que beaucoup de gens le font. Mais si vous l'achetez déjà pour 5 ans, ça donne comme de l'autorité. Et si vous avez des personnes qui peuvent écrire des blogs ou vous avez été dans des podcasts puis qui vous référencent ou référencent vers votre site, ça aussi, ça va aider avec votre référencement naturel. Ce que je te dirais concernant les publicités payantes, surtout pay-per-click, parce que tu peux tester avec plusieurs mots-clés. Pour toi, tu vas savoir lequel mot-clé fonctionne le mieux. Et puis, à ce moment-là, tu peux commencer à optimiser tes propres pages web pour que ton résultat organique commence à apparaître dans la première page. Et puis, dès qu'il commence à apparaître dans la deuxième ou la première page, tu peux réduire ta publicité payante parce qu'à ce moment-là, ton référencement, il fonctionne. Donc, je te dirais, utilise ta publicité payante pour de l'information pour toi-même, pour comment tu peux améliorer ton propre référencement naturel et en même temps pour tester comment les gens réagissent à tes publicités, à ton contenu, à tes mots-clés pour que ça puisse t'aider à mieux les connaître puis mieux les servir. Okay, super, merci. Et Anne-Claire, dans ton domaine, les mots-clés sur lesquels tu peux afficher des publicités, en fait, c'est vraiment pas cher. Donc, tu peux avoir moyen d'obtenir tes objectifs avec un petit budget à Google Ads. OK. Super. Quelqu'un d'autre a des questions? OK, on continue.
Donc, j'ai mis le lien de la formation Google Ads sur le chat, qui a lieu dans 15 jours. Génial. Donc là, j'ai parlé de la publicité camouflage. Donc, comme vous voyez, ça, c'était juste des articles et puis Adobe était capable de s'inclure à l'intérieur pour créer un article. Puis, ce qui est intéressant pour cet article-là, c'est qu'ils ont vraiment cherché des statistiques, puis ils ont vraiment fait beaucoup de recherches qui a amené que ce article était dans le New York Times. Mais ils ont payé pour, mais en même temps, les gens, ils ont pris la peine de le lire et l'écouter et interagir avec l'article parce que c'était tellement bien fait. Donc, c'était publicité camouflage, native ads, mais en même temps, ça a vraiment ça a donné beaucoup de valeur ajoutée aux personnes. Et après, on a les publicités sur les médias sociaux, puis juste ça, on peut en parler pendant 2-3 heures. Il y a différentes publicités, une annonce, des vidéos, des collections live. Il y a tellement d'options, tellement différents objectifs que vous pouvez identifier puis créer. Et puis, la personne qui va parler des médias sociaux va vous en parler la semaine prochaine. Puis après, les publicités numériques, aussi, on a les bannières publicitaires. Donc, ça ressemble à des bannières comme ça. Elles peuvent être animées ou elles peuvent être stagnantes. Et puis l'idée, elles apparaissent sur les sites web en haut, en bas, à droite ou à gauche. Elles vous suivent partout. Donc ça, c'est des bannières publicitaires qui sont là. Puis elles sont très, très, très populaires parce que vous pouvez vraiment atteindre plusieurs personnes très vite, surtout si vos mots-clés sont très, très spécifiques. Parce qu'à ce moment-là, les gens peuvent, Google puis d'autres sites Internet comme Outbrain peuvent vraiment les envoyer aux bons sites qui sont vraiment connectés avec le sujet qui les intéresse. Donc, voilà. Et donc, quand on regarde les statistiques, on voit que les gens, ils font beaucoup de recherches au niveau des moteurs de recherche. Et maintenant, les gens, ils font des recherches à l'intérieur même des médias sociaux. Right? Donc, vous voyez, dépendamment de l'âge, de la braquette d'âge, les moteurs de recherche sont très hauts. Puis, si on parle de 16 ans à 44 ans, de 16 ans à 34 ans, on parle pas mal de médias sociaux. Mais les moteurs de recherche prennent pas mal de place. Et là, maintenant, les médias sociaux commencent. Et puis, je suis certain qu'à un moment donné, ça va switcher. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment voir comment est-ce que vous pouvez créer plus de publicité à l'intérieur même des médias sociaux qui peut amener les gens à vous trouver pour que ça devienne un petit peu plus organique pour vous dans le futur. Et puis, quand on parle de publicité traditionnelle, donc, publicité imprimée, panneaux publicitaires, il y en a pas mal, mais je voulais juste en parler de ces deux-là. Donc là, vous voyez, vous pouvez créer comme une publicité imprimée à l'intérieur même d'un journal ou d'un magazine qui est spécifique. Ce que j'aime beaucoup avec les publicités imprimées, c'est, encore une fois, ça dépend de votre audience cible et puis l'âge de votre audience et puis aussi l'industrie. Et si vous faites des recherches et vous développez vos profils types et vous dites oui, je continue à lire le journal, je continue à recevoir mon magazine spécialisé, je continue à faire des choses. Donc à ce moment-là où j'aime mon journal local, donc à ce moment-là, vous êtes capable de dire ok, je peux atteindre mon audience en faisant encore de la publicité imprimée. Il y a plusieurs associations qui ont leur propre magazine. Il y a tellement de choses. Donc définitivement, publicité imprimée est toujours là, est toujours vivante. Et puis, vous avez les panneaux publicitaires. Et puis, vous voyez aussi avec les panneaux publicitaires, définitivement, ça demande beaucoup plus de budget. Ça marche beaucoup avec les B2C. Mais en même temps, comme vous voyez, la manière comment les panneaux publicitaires sont faits, c'est vraiment pour attirer une grande masse de personnes. Et comme vous voyez aussi, il n'y a pas beaucoup de texte. Vous n'avez pas de place, les gens, ils sont en mouvement. Ils ne peuvent pas prendre la peine de tout lire puis prendre une action spécifique. Donc, c'est là où on commence à voir plus de panneaux publicitaires qui sont plus créatifs puis un petit peu plus différents, qui amènent les gens plus à les constater. Donc là, on parle plus, encore une fois, de présence et d'identité de marque. Donc, c'est ça l'objectif quand on fait ce genre de panneaux publicitaires. Je me rappelle, il y a comme 8 ans, j'ai créé une campagne publicitaire d'un client
Et on lui a dit, il faudrait que tu mettes tes pubs, pas à l'intérieur des bus, mais à l'extérieur des bus. Comme ça, les gens derrière, quand vous êtes dans le feu rouge, ils voient la pub, ils sont capables de lire et tout. Puis il était contre. Et puis, comme ça fait 7 ans, 8 ans. Là, maintenant, je continue à aller je roule dans Victoria, puis je vois la même publicité. Ils changent juste la dame, mais toute la pub est pareille. Donc, ça a tellement marché pour eux il y a 7 ans, quand ils ne croyaient pas, qu'il a continué la même publicité. Donc, les panneaux publicitaires ou le faire dans les bus ou des places spécifiques où vous savez que votre audience est là, c'est vraiment très bénéfique. Et ce que j'aime beaucoup avec les publicités traditionnelles, c'est surtout si votre audience est vraiment localisée. Si vous êtes vraiment très spécifique, que vous voulez juste travailler dans une région en particulier, donc à ce moment-là, définitivement, je vous invite à explorer la publicité traditionnelle parce que ça donne un avantage que les publicités numériques ne donnent pas. Puis ça rajoute cette petite touche personnalisée parce que les gens vont toucher du papier, ils vont être capables de recevoir quelque chose ou ils vont voir quelque chose de créatif à l'intérieur même de leur environnement. Donc, voilà. Des questions, Adam? Tout est beau? Super. La dernière étape, c'est aligner vos indicateurs de performance. Donc, ce qu'on veut faire, c'est les objectifs SMART que vous avez identifiés au début. Là, maintenant, on veut les connecter à des indicateurs de performance. Et la manière pour vous de faire ça, c'est vraiment de répondre à ces questions. Quelle différence la publicité payante fait-elle pour votre entreprise? Quel indicateur mesure un effet direct sur votre entreprise? Comment pouvez-vous évaluer l'efficacité de vos efforts publicitaires? Comment allez-vous mesurer votre retour sur investissement? Donc, vraiment, vous posez ces questions et pour vous dire que si je décide aujourd'hui de dépenser, puis la beauté avec les médias sociaux en ce moment, puis même avec Google, je suis sûre que Stéphanie peut confirmer, vous pouvez commencer à 5 ou même 10 $ par jour. Voici les mots-clés que je veux faire, voici la pub que je veux faire, puis je vais juste payer 10 $ par jour ou 5 $. Avant, je me rappelle, c'était 5 $ par jour, je ne sais plus si ça existe encore, mais c'est 10 $ par jour pendant une semaine, pendant telle date. Puis la beauté avec les médias sociaux comme Facebook, ça vous dit même, vous pouvez être très détaillé et dire, je veux juste que ma publicité apparaisse de 9 h du matin à 6 h du soir, that's it. Je veux pas qu'elle apparaisse à 1 h du matin et je veux juste qu'elle soit concentrée avec les personnes qui vivent à Vancouver, peut-être même qui habitent dans ce quartier, qui ont entre 25 ans et 45 ans et qui ont Vous pouvez être très, très ciblé, puis avoir un petit budget, que vous pouvez voir les résultats qui arrivent ou au minimum l'information pertinente qui va vous aider à mieux répondre à ces questions-là. Parce que vous avez déjà votre objectif SMART et là maintenant, c'est identifier vos indicateurs de performance. Et donc, si on regarde avant le marketing, la manière comment on travaillait plus dans les années 90 et début 2000, l'objectif du marketing, c'est plus de développer la connaissance et l'intérêt. Et puis après, on avait l'équipe de vente qui créait l'envie, l'intention, l'évaluation et l'achat. Maintenant, c'est complètement différent. Maintenant, le marketing, c'est la connaissance, l'intérêt, l'envie et l'intention. Et même un petit peu d'évaluation. Tout ça, ça devient marketing. C'est juste la partie évaluation et achat qui commence à être les ventes. Donc là, quand vous voyez l'importance du marketing prend bien plus de place parce qu'il y a tellement de possibilités. Il y a tellement, comme vous voyez, il y a tellement un grand mix de médias. Il y a tellement de stratégies. Mais les gens, souvent, ils sautent directement à une tactique, ils sautent directement à « je vais créer une pub » ou « je vais faire quelque chose » au lieu de poser les bonnes questions au début qui va les amener à sauver tellement d'argent et tellement de temps puis investir à la bonne place. Et donc, pensez que quand vous développez de la connaissance, quand vous créez vos profils types, quand vous développez ce parcours où vous identifiez quand est-ce qu'ils ont de l'intérêt, quand est-ce que l'envie se passe, où elle est où l'intention, quand ils commencent à évoluer vos offres et services, tout ça, ça reste encore du marketing. Et c'est juste après qu'on arrive à l'achat et à la vente. Et donc, quand on regarde dès le départ, on avait parlé de vos 4 différentes stratégies, présence, engagement, vente et fidélisation. Là, si on veut les développer en indicateurs de performance, c'est le média social,
le clic vers le site, la conversion et la recommandation. Donc là, je vous ai comme donné la stratégie directe pour vous amener à créer des indicateurs de performance. Donc, dépendamment de ce que vous avez dit tantôt, si c'était présence, engagement, vente ou fidélisation, là, maintenant, vous savez, OK, mes indicateurs de performance doivent être connectés à un média social, clic vers mon site, une conversion qui se fait ou une recommandation. Et ce qu'on veut dire par là, dans les médias sociaux, un média social, ça peut être un aime, un j'aime, un commentaire, un partage, des impressions, peut-être les visionnements des vidéos. Quand on parle de clics vers le site, c'est vraiment des clics sur les liens qui se font, qui amènent sur votre site. Et quand on parle de conversion, ça veut dire que les gens ont fait un comportement spécifique à l'intérieur même de votre site. Soit ils sont sur une liste de diffusion, soit ils ont fait un achat. Et finalement, on a recommandation, ça c'est toutes les bouches à oreille qui sont en train de se faire. Et donc, il est important pour vous de penser conversion. Et que pour beaucoup de personnes, ils disent, mais qu'est-ce que ça veut dire conversion? Donc ça, c'est une de mes quotes favorites de Albert Einstein. Et je l'aime beaucoup en anglais, mais là, j'ai fait de mon mieux de vous la traduire en français. Ce qui compte ne peut pas toujours être compté et ce qui peut être compté ne compte pas forcément. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment faire très attention le genre d'indicateur de performance qu'on veut vraiment identifier, puis qu'est-ce qu'on veut vraiment suivre et s'assurer que ça fait la bonne chose. Donc, sur quel élément on doit compter le plus. Et donc, quand on parle d'une conversion, c'est comme je vous ai dit tantôt, c'est une activité qui est importante pour le succès de votre entreprise. C'est un comportement que vous voulez que votre audience cible puisse faire à l'intérieur même de votre site. Donc, à ce moment-là, on parle de micro-conversion. Et quand on parle de micro-conversion, désolé, c'est là où on parle de votre parcours client. Et quand on parle de macro, c'est là où on parle de vente. Donc, ça serait bien que pour vous, que quand vous identifiez c'est quoi vos indicateurs de performance, quand vous allez créer votre stratégie publicitaire ou votre stratégie marketing organique, c'est quoi à l'intérieur même des étapes que les gens font dans leur parcours client, c'est quoi les différents comportements que je veux considérer comme micro qui va les amener au final à faire le macro, à faire l'achat. Donc là, on revient à ta première question, Anne-Claire, quand tu avais dit tu vas avoir 2 clients par semaine. Super. Donc, c'est quoi les micro-conversions qui doivent se réaliser pour que tu puisses finaliser puis avoir la macro-conversion de vente à la fin? Donc, ça, c'est juste un exemple rapide pour vous montrer que vous pouvez définitivement créer tout ça à l'intérieur même de votre Google Analytics. Encore une fois, c'est un atelier à part. Mais comme ici, vous pouvez voir qu'un goal micro, c'est qu'ils ont cliqué sur play en regardant une vidéo ou ils ont cliqué sur partager dans les médias sociaux. Et puis, s'ils sont allés sur un funnel spécifique où on voulait qu'ils prennent une action, donc ça c'est des goals, c'est des objectifs qui vont nous amener, qui vont nous aider à la fin qu'ils fassent un achat. Et puis, quand ils arrivent à la page « Merci de votre achat », qui est le final, donc là, on sait que l'objectif macro a été réalisé. Donc, vous voyez, c'est vraiment développer et clarifier ces différentes conversions. Donc, je vais vous donner quelques exemples de conversions. Accroître votre réseau d'abonnés, le nombre de followers ou de fans que vous avez dans votre page ou à l'intérieur de vos réseaux sociaux. Ça peut être les clics vers votre site web et vos publicités. Ça peut être la banque d'admirateurs ou de clients potentiels. C'est votre liste de diffusion. Peut-être vos inscriptions ou les téléchargements qui se font pour votre application ou pour un de vos offres et services que vous pouvez leur donner gratuitement, télécharger une checklist, télécharger un document gratuit, etc. Ça peut être des coupons pour des produits. Ça peut être visionnement de vidéos, visionnement de webinaires. Ça peut être s'inscrire à une infolettre ou s'inscrire à un blog. C'est peut-être qu'ils ont booké un trial ou que vous allez leur faire une démonstration
ou un essai de produit. Ça peut être l'achat et la vente elle-même, là où on parle de macro. Et ça peut être des demandes de renseignements. Donc, il faut directement vous contacter à l'intérieur même de votre site Internet, puis vous envoyer un courriel. Donc, ça déjà, c'est un comportement qui a déjà été fait à l'intérieur même de votre site Internet que les gens ont pris. Et donc, quand on regarde les indicateurs de performance, on veut mesurer le comportement, pas seulement les données. Parce qu'il y a beaucoup qui veulent voir c'est quoi le nombre de j'aime qu'ils ont eu, le nombre de partages, le nombre de followers, etc. Mais vraiment, les mentions j'aime, le nombre d'abonnés, les citations, c'est des mesures faibles. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, puis les sites de référence, au lieu d'avoir les mentions j'aime, on regarde des tendances évolutives. Donc, si par exemple, vous aviez 3, 4, 5 j'aime par mois, et puis là, ça commence à être 25 à 30, puis 50 à 60. Puis là, vous voyez qu'il y a une tendance évolutive qui est en train de se faire, soit au niveau de le nombre d'abonnés, que ce soit au niveau de votre liste de diffusion ou le nombre de j'aime et de partages. Donc, ça, c'est une donnée qui est plus importante parce que ça démontre un comportement, ça démontre une tendance qui est en train de se faire. Pareil, au lieu du nombre d'abonnés, on parle de impact et d'engagement, comment ils interagissent, puis il y a les conversations qui se font. C'est les comportements qu'ils font en ligne, les comportements qu'ils font quand ils sont sur votre site. Et quand on parle de nombre de clics, on parle après ça du taux de conversion. Comme je vous avais dit tantôt, le 2,5%. Les gens arrivent sur votre page web, on veut qu'ils reviennent, qu'ils retournent pour créer la fidélisation et aussi on veut les amener à faire une action spécifique pour que notre taux de conversion augmente. Et quand on parle de site de référence, c'est une bonne chose, mais il y a une façon à l'intérieur même de votre Google où vous êtes capable d'identifier vos objectifs de conversion micro et leur donner une valeur monétaire. Vous pouvez dire, ah, ben, s'ils cliquent visionnement de cette vidéo, ben, peut-être c'est l'équivalent de 50 sous. S'ils cliquent ici puis ils s'inscrivent à mon infolettre, ben, peut-être c'est l'équivalent de $5. Et ben, s'ils font un achat, ben, c'est l'équivalent peut-être de $1000 parce qu'ils ont acheté mon produit. Right? Donc, vous êtes capable vous pouvez développer une façon pour vous donner une valeur chiffrable en dollars par conversion. Si vous trouvez le bon spécialiste qui peut vous aider à créer tous ces événements, on les appelle events, à l'intérieur même de votre Google Analytics, qui va vous permettre maintenant de pas juste dire ah, OK, je viens de dépenser $1000 en faisant cette publicité sur Facebook ou dans les médias sociaux ou panneaux publicitaires et ça m'a rien ramené. Mais là, maintenant, parce que vous êtes capable de donner une valeur chiffrable à chacune des micro-conversions que vous avez pré-identifiées parce que vous avez fait votre parcours de votre audience, donc ça va vous permettre d'avoir une meilleure idée dans le futur. C'est quoi les petits changements que vous pouvez faire pour votre stratégie publicitaire. Et donc, finalement, les notions clés. Déterminez votre stratégie média avant d'investir de l'argent. Donc, soyez très clair. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez créer? C'est quoi votre objectif d'affaires? Connectez ça à votre objectif d'affaires. C'est quoi ma stratégie? C'est quoi mon mix que je veux créer? Et une fois que c'est identifié, puis c'est quoi les objectifs et les indicateurs de performance que je veux réaliser? Donc, de là, après ça, vous pouvez définitivement commencer votre campagne. Mettez votre public cible au centre de votre campagne publicitaire. Donc, toujours pensez à votre public cible, puis identifiez très clairement qu'est-ce que vous pouvez créer pour eux, pour qu'ils puissent avoir de la valeur ajoutée à l'intérieur même de cette campagne, même si ça va vous donner des données qui peuvent vous servir à vous-même, pour mieux les servir dans le futur. Arrimez vos efforts publicitaires à votre stratégie d'affaires. Donc, assurez-vous que les deux sont connectés, parce que les deux ne sont pas séparés. Mesurez les éléments que vous pouvez tester et améliorer. Donc, c'est ça la beauté avec le marketing, c'est ça la beauté avec les stratégies payantes, surtout digitales, c'est que vous pouvez tester, vous pouvez faire du A/B testing, vous pouvez améliorer puis tout changer. Et puis finalement, puis pour moi le plus important, c'est toujours avec quoi je finis, amusez-vous. Le marketing, c'est pour avoir du fun, c'est pour être créatif. Il y a vraiment le travail de recherche puis de développement et tout. Il y a aussi cet aspect de comment on peut être créatif, comment on peut s'amuser parce que on veut être capable, au bout du compte, tout ce que vous voulez faire, c'est de développer une relation plus intime avec votre clientèle cible pour que vous puissiez les servir. C'est un objectif noble, alors amusez-vous tant que vous le faites.
Et May the Fourth be with you. Je peux pas, on est le 4000, je peux pas ne pas parler de Star Wars. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, et puis vous pouvez me joindre ici à tout moment. Yeah, may the Fourth be with you. Est-ce que vous avez des questions? Génial.